Merci, Madame la Présidente. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui pour discuter du projet de loi C-24 qui porte sur l'accord de libre-échange entre le Canada et le Panama. Évidemment, bon, peut-être que ce n'est pas ce à quoi tous les autres députés pensaient, mais le canal du Panama en ce qui concerne le projet de loi lui-même, tout a été fait à rebours. On ne considère pas que ce soit très progressiste. On a très peu d'échanges avec le Panama. Alors, les conservateurs essaient de leur mieux de signer de petites ententes commerciales, comme ça a été le cas avec la Jordanie, comme c'est le cas avec le Panama. Mais il faut garder à l'esprit quel est le niveau d'échange en jeu. En 2010, il y avait moins de 214 millions de dollars d'échange entre le Canada et le Panama. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une augmentation importante malgré un accord de libre-échange, comme on l'a vu dans avec d'autres petits accords de libre-échange, par exemple Costa Rica. En fait, après la signature des accords, dans certains cas, nos échanges ont diminué. Nous avons déjà un cadre commercial mondial, l'OMC. Donc, il n'y a plus de mesures tarifaires et non tarifaires très élevées. Alors, qu'est-ce que ça nous donnera cet accord? On nous a dit qu'on voulait améliorer les droits des travailleurs de Panama, que Panama continue à être un centre de trafic de narcotiques et que le monde voudrait que ça cesse. Nous savons que Panama a de graves problèmes de blanchiment de l'argent. Il n'est pas question de cela dans l'accord. Lorsqu'on voit de quelle façon Panama fonctionne comme un bris fiscal, l'OCDE dit que Panama est un des 26 pays du monde qui n'a pas encore tenu la promesse faite en 2002 de fournir de l'information fiscale afin de mieux comprendre lorsqu'un pays héberge illégalement de l'argent d'un autre pays afin que l'autre pays ne puisse pas l'imposer. Donc, cet accord avec Panama ne traite pas de ces questions, ni du commerce de narcotiques, ni de l'abri fiscal, ni du blanchiment de l'argent. Il y a une entente annexe sur les conditions du travail, mais l'expérience a montré que ces accords n'ont pas d'effet. Et nous avons constaté que l'augmentation des échanges lors de la création de l'OMC, mais les choses se sont calmées un peu. Mais je pense que l'ancien chef du programme de développement des Nations Unies a dit que certains croient que la libération des échanges, l'augmentation de l'activité économique, un plus grand pouvoir pour les grandes sociétés est une source d'espoir. Mais comme on l'a dit, ce genre de commerce ne fait pas grand-chose pour les jeunes, ni pour les pauvres, ni pour améliorer les conditions de travail. Et si on signe un accord en fermant les yeux sur des choses comme le trafic de la drogue, le blanchiment de l'argent, des violations des droits de la personne, les abris fiscaux, qui mettent de l'argent à l'abri de l'impôt légitime. À l'article 106, il y a des exemptions afin que l'accord ne touche pas les accords multilatéraux sur l'environnement. Eh bien, j'aurais aimé que les négociateurs du Canada aient énuméré tous les accords importants. Ils ont exclu ceux qui sont mentionnés dans l'ALENA
la Convention sur le commerce des espèces en péril, le protocole de Montréal sur l'ozone, l'accord de base de transport des matières dangereuses, l'accord de Rotterdam et celle de Stockholm. Mais comme Panama et le Canada sont signataires à l'accord sur le changement climatique, il n'est pas mentionné parmi celles qui seraient protégées en vertu de cet accord. Et le Canada et Panama restent partis au protocole de Kyoto, même si nous savons que le Canada a indiqué qu'il avait l'intention honteusement de se retirer de ses obligations. Donc, je ne m'attendais pas à voir Kyoto, mais je m'attendais à y voir l'accord cadre sur les changements climatiques que les deux pays ont signé. Et ce qui est encore plus préoccupant, ce sont les dispositions de l'article 9 de l'accord de libre-échange qui concerne les dispositions dévastatrices sur les pays investisseurs. Je sais que ça peut sembler très ennuyant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Mais je veux que tous les Canadiens s'y intéressent. C'est l'article que nous avons créé. Nous avons été les premiers à inclure cet accord dans l'ENA. Dans l'accord avec Panama, c'est le chapitre 9. Et on a voulu mondialiser ces dispositions. Certains se rappelleront peut-être les négociations à l'OCDE. Les négociations commencées à l'OMC ont bloqué. On parlait à ce moment-là de l'accord sur les investisseurs multilatéraux. À l'OCDE, ils sont appelés l'accord multilatéral sur l'investissement. Et ça a été un échec là aussi. Dieu merci, c'était le résultat d'une opposition populaire très générale, la première campagne vraiment mondiale où des groupes populaires utilisant l'Internet ont communiqué entre eux qu'un parlementaire a dit que je ne peux pas imaginer qu'un citoyen canadien s'inquiète vraiment d'un accord multilatéral sur les investissements. Et quelques jours plus tard, il était allé à Corner Brook, Terre-Neuve, avec un comité parlementaire et à une station-service où il achetait de l'essence. Il a vu une pétition contre cet accord multilatéral et qu'il y avait déjà beaucoup de noms. Pourquoi est-ce que les Canadiens et les citoyens du monde ne veulent pas d'autres dispositions de ce genre? C'est un échec à l'OCDE, grâce en grande partie à la France, mais il y a d'autres pays qui ont fait du rattrapage. Après l'échec à l'OCDE, et quand je dis je dis les grandes sociétés qui veulent faire croire que les sociétés devraient avoir des pouvoirs plus grands que ceux des législateurs élus. Les sociétés multilatérales devraient pouvoir renverser des décisions prises par des assemblées législatives légitimement élues et qu'elles pourraient intenter des poursuites contre un gouvernement qui adopterait une loi qui leur déplaît. Ce n'est pas du tout une expropriation. Donc, ils ont essayé, après l'échec à l'échelle mondiale, ils ont essayé de le faire dans des accords bilatéraux et de faire à la pièce ce qu'ils ne pouvaient pas faire de manière globale pour que les sociétés puissent intenter des poursuites contre un gouvernement, même lorsque cette mesure ne vise pas à réduire le chômage. Si le Canada prend des mesures pour interdire certains additifs dans le gouvernement, ou suite à la Convention de Bâle pour réglementer certains projets, une société américaine qui voulait construire un site de déchets près de Saint-Louis-Potosí. Et les gens ont dit non, c'est trop proche de notre source d'eau. Nous ne voulons pas que cette grande société américaine mette une installation de déchets toxiques près de chez nous. Et cette entreprise a
intenté de poursuite contre le Mexique. Donc, n'importe quelle société qui a une adresse postale au Panama peut intenter un gouvernement municipal, provincial ou fédéral. Dans le cas de Saint-Louis Potosí, le Mexique a été obligé de verser 17 millions de dollars à la société. Je pense que mon temps est presque équilibré. En terminant, je tiens à dire fermement et clairement, nous devons tirer les leçons des erreurs de l'article du chapitre 11 de l'ANEA, et il ne faut pas ajouter les dispositions qui donnent ces trois grandes sociétés de manière automatique.